Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère de Paris, oratrice nationale de la France Insoumise. Vous êtes aussi un peu comédienne, écrivaine aussi finalement. On va y revenir. Mais d'abord, vous nous avez alerté il y a quelques semaines sur la situation, les conditions de travail des agents de la ville de Paris après qu'une agent de nettoyage a été retrouvée morte sur son lieu de travail. Comment la ville de Paris a réagi depuis? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces conditions de travail? Quelles suites ont été données d'ailleurs à cette enquête? Parce qu'il y a une enquête de CHSCT, je crois. Voilà, alors l'enquête du CHSCT, donc Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail, suit son cours. Mais moi, j'étais intervenue au Conseil de Paris à ce sujet, en plus de la tribune que j'avais faite pour votre site Regard. Et la ville de Paris a depuis pris la décision d'arrêter les situations de travail isolées. Et ça, c'est important, parce que cette femme de ménage était seule de 6h du matin jusqu'à midi, 1h, pour effectuer le ménage dans une bibliothèque du 20e arrondissement qui était fermée. Or, rien ne justifiait cette organisation du travail. Si elles avaient été deux pour une demi-journée, eh bien l'autre aurait sans doute pu prévenir les secours. Et donc on voit bien que le dispositif de travail isolé avec un boîtier n'est pas suffisant. Peut-être qu'on aurait pu empêcher cette mort tragique. Bon, maintenant, je vous assure que moi, ce sujet me tient à cœur et me trouble beaucoup parce qu'on a appris par la suite, donc je ne le savais pas quand j'ai écrit cette petite tribune, qu'elle travaillait également auparavant à la mairie du 20e, et un article nous dit que parce qu'elle était victime d'un harcèlement en fait sexiste, raciste et grossophobe de la part du directeur général des services, eh bien son supérieur direct, pour la protéger, l'aurait déplacée dans cette bibliothèque. C'est ce que nous apprend cet article. Donc, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est pas la vérité? Moi, j'ai quand même pas mal de contacts dans la mairie du 20e et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un malaise profond, il y a de la souffrance au travail et qu'il va falloir enfin prendre le sujet à bras-le-corps, quoi, et permettre aux agents de pouvoir s'exprimer et de parler et qu'une enquête soit sérieusement faite pour qu'on connaisse la vérité. C'est le résultat de quelle politique aussi? Ça vous dit qu'il y a un climat, les personnels de la ville de Paris sont dans un état de souffrance, il y a un problème de dialogue social, il y a un problème d'austérité. Vous parlez beaucoup d'austérité, on peut parler d'austérité à Paris aussi? Alors, les problèmes ne sont pas forcément tous liés. Là, pour la mairie du 20e, ce n'est pas directement lié à l'austérité, c'est lié à, visiblement, le management d'un directeur général des services qui pose un grave problème, voilà, pour dire peu de choses. Mais peut-être que les enquêtes vont confirmer qu'il y a ces questions de discrimination raciste, sexiste et grossophobe. Ou peut-être pas. Évidemment, comme il menace tout le monde de diffamation, il va falloir créer aussi un cadre bienveillant pour que les agents n'aient pas peur de s'exprimer. Bon. Ensuite, il y a le problème d'austérité, où là, la situation de travailleurs isolés est liée directement à cela. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix réduire les coûts de la dépense publique parce que la ville de Paris s'est mise dans la nasse, dans la laisse, je ne sais pas comment le dire, dans la mise sous tutelle de Bercy. C'est-à-dire que Macron impose une contractualisation aux collectivités locales et la ville de Paris a été la première à signer cette contractualisation. Et pour avoir la dotation globale de fonctionnement de l'État, elle accepte de s'engager à ne pas dépenser plus de 1,2% d'augmentation du budget. Elle fait même mieux, elle dit pas plus de 1,2%. Ça a été la première ville à se mettre dans cette nasse-là. Et donc du coup, ensuite tout suit, on essaie de réduire les effectifs. Et j'ai peur d'ailleurs que cet agent de nettoyage soit la dernière fonctionnaire du nettoyage. Parce qu'on sent aujourd'hui que les départs en retraite ne sont pas renouvelés et que le recours à la sous-traitance se développe. Or, les syndicats nous le disent bien, le retour à la sous-traitance, c'est le recours à la maltraitance. Un tout autre sujet, hier, les élus de la métropole du Grand Paris ont annoncé l'interdiction pour les véhicules diesel de 97 à 2000 ainsi que tous les autres véhicules d'avant 97 de circuler dans le périmètre de l'A86. L'écologiste que vous êtes, oui. À la caisse? À la caisse. Non, mais ce qui est compliqué, c'est que quand les politiques prennent ce genre de position, on ne cherche pas à voir qui ça concerne et quel est le choix des personnes concernées pour agir autrement. En clair, il faut prendre des mesures radicales. Vous avez 2500 personnes qui meurent prématurément par an à cause de la pollution à Paris.
Mais là, les personnes qui ont ces voitures diesel les plus polluantes, c'est les voitures les plus anciennes, avant 2001, c'est généralement celles qui ont les plus bas revenus. Or, les mesures d'aide pour acheter un autre véhicule sont complètement en deçà du coût d'achat d'un véhicule neuf. Donc, premier problème. Deuxième problème, il y a combien de parkings et à quel prix pour pouvoir abandonner votre voiture? Il faut surtout se poser la question sur Paris, sur la région Île-de-France, comment est-ce qu'on développe un maillage en transport en commun public pour permettre justement une vraie alternative à la bagnole individuelle. Ça veut dire qu'il faut d'abord créer ces structures-là pour ensuite intervenir sur l'interdiction. C'est possible de les faire de pair. C'est possible de les faire de pair. Vous pouvez très bien prendre une mesure radicale où on interdit les voitures diesel et, c'est pas très compliqué, de permettre la gratuité des parkings aux portes de Paris. Alors, pas aux portes de Paris, parce que je veux dire, la pollution, elle n'est pas juste en lien avec le périph'. Hein. Justement, il y a un problème autour des portes de Paris, donc il faut sans doute les mettre un peu plus loin. Mais surtout, instaurer la gratuité des transports en commun. On sait bien que dès qu'il y a un pic de pollution, eh bien, on met en place la gratuité, parce que c'est la méthode qui peut permettre de faire baisser. Donc, il faut la gratuité des transports en commun. Et surtout, il faut aussi repenser l'aménagement du territoire. On n'arrête pas de spécialiser les zones de la région Île-de-France et d'avoir une politique de gentrification, de spéculation qui augmente les distances domicile-travail. Les études de l'INSEE montrent que les distances domicile-travail ont augmenté. Pourquoi? Mais parce que la ville de Paris, elle cherche à attirer les grands sièges du CAC 40 pour rivaliser avec la Défense dans le 15e avec la Tour Triangle, mais on accepte que finalement, celles et ceux qui bossent à Paris, on les relègue toujours plus loin dans le 93, et les catégories intermédiaires, on les condamne à l'étalement urbain, au fond du 77. C'est une aberration de ségrégation sociale qui est un facteur de pollution énorme sur la région Île-de-France. Et toutes les métropoles sont pensées de cette manière-là. Qu'est-ce que vous allez faire samedi? On voit bien que la mobilisation est en train de prendre. De quoi cette mobilisation est-elle le nom? On voit il y a eu les Gilets jaunes qui reprochaient justement les augmentations de carburant, mais on voit bien que ce mouvement est en train d'exploser, ou en tout cas en train de se diriger vers un mouvement plus politique qui dénonce les inégalités, qui dénonce la politique d'Emmanuel Macron aussi. Alors de quoi ce mouvement est-il le nom selon vous? Bah, écoutez, c'est une colère qui est en train d'exploser avec ce symbole du gilet jaune où finalement tout le monde peut le mettre sur sa voiture, enfin tous ceux qui ont une voiture, moi je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture, mais il y a une exaspération. Il faut se rendre compte que les taxes sur les carburants ne sont supportées que par les particuliers. Il n'y a eu absolument aucune taxe pour les avions, sur le kérosène. Et il y a à peine 19% du produit de ces taxes-là qui est investi dans la transition énergétique. Et pendant ce temps, on continue de filer 3 milliards d'euros par an aux actionnaires du CAC 40 dans les cadeaux sur l'ISF, alors qu'on sait que c'est eux qui sont les plus grands responsables de notre mode de développement qui pollue et met en danger notre écosystème. Bon. Donc cette colère-là sur l'illégitimité de ces taxes est radicale. Donc il y a une colère qui est légitime et qui s'exprime bien. Et par contre, est-ce que cette colère est synonyme d'un désintéressement écologique? Je ne pense pas. Et donc je pense que la responsabilité de toutes et tous, c'est d'abord de reconnaître la légitimité de cette colère, voilà, parce que ça n'est pas aux particuliers d'être ponctionnés pour des mesures qui ne sont pas réinvestis dans la transition énergétique. Voilà. Et je pense que les gens, ils attendent que ça, de pouvoir abandonner leur bagnole. Mais quand vous êtes en zone rurale, on ne vous en donne pas la possibilité. Aujourd'hui, regardez ce qui est fait sur les transports. Le gouvernement Macron, c'est le gouvernement qui a décidé de casser la SNCF, qui a décidé de casser le rail, le transport de fret des marchandises. Alors qu'on sait qu'une grosse partie de la pollution, c'est tous ces camions qui traversent la France entière quand leurs marchandises pourraient être mises sur des trains. C'est une politique qui ferme les petites lignes en zone rurale. La loi mobilité ne va absolument pas répondre à cela, va aggraver la situation. Un dernier mot quand même sur cette mobilisation, parce qu'on voit bien que l'extrême droite a tenté de récupérer le mouvement. Les syndicats n'ont pas l'air très chauds pour pouvoir rejoindre le mouvement, même s'il y aura sans doute des syndicalistes dans la rue samedi. Vous êtes inquiète quand même de ce côté nouveau, inédit de cette mobilisation? Vous savez, on ne choisit jamais par où part la colère populaire. Par contre, évidemment, dans toute situation d'approfondissement de la crise et des contradictions du système, eh bien, dans ce mouvement, je dirais, dégagiste,
bien oui, l'extrême droite va essayer d'être là. Ben, raison de plus pour avoir un discours qui peut aussi accompagner les choses. Moi, je suis frappée par la politisation, mais au sens noble du terme, très rapide qui se fait. Souvenez-vous, cette femme qui a posté une première pétition et une première expression contre les taxes, ben, la dernière vidéo qu'elle faisait, elle disait « mais notre colère, en fait, elle dépasse les taxes sur le carburant, c'est aussi les services publics qui sont abandonnés sur nos territoires. » Donc vous voyez bien comment les choses évoluent. Donc il y a une question sociale qui est extrêmement forte. La question écologique et la question sociale sont les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas aborder l'un sans aborder l'autre. La plupart des députés de la France Insoumise, et d'ailleurs des militants de la France Insoumise, ont déjà dit qu'ils participeraient à cette manifestation. Hier, Roger Martelly a publié une analyse de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon sur le site regard.fr. L'historien s'inquiète de voir se construire une action politique basée sur le seul ressentiment, la colère et la dénonciation. Il juge cette stratégie populiste dangereuse et peu émancipatrice, dit-il. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est étonnant parce que ce qui fait la force justement de la France Insoumise, et ça a été reconnu dans la campagne, et ça a été reconnu à travers tout le travail formidable du groupe à l'Assemblée nationale, c'est que ce sont les opposants proposants, l'avenir en commun. On est la seule force qui, à ce point-là, à chaque fois fait référence à son programme. Quand moi je vous parle, par exemple, de la question de la gratuité des transports, de la question de la réduction des dépenses domicile de travail, de la taxation du kérosène, de la justice fiscale sur la question de l'ISF, c'est des propositions derrière. Hein. Donc à chaque fois qu'on s'oppose, on propose. Et la proposition, le programme alternatif, permet justement d'élever le niveau de conscience sur le fait qu'une autre politique est non seulement possible, urgente, mais nécessaire. Et dans un temps court, que l'on souhaite le plus court possible. Donc, je pense au contraire que la stratégie populiste qui est celle de la France Insoumise permet d'élever le niveau de conscience et de l'accompagner. On connaissait vos talents de comédienne. Pour la conférence gesticulée Hubert, les salauds et mes ovaires, la pièce a cartonné partout où vous êtes passé, jusqu'à Avignon, je crois. Oui. Vous revenez à la fin du mois sous le chapiteau du Cirque Romanesque avec une nouvelle conférence. Vous nous en dites plus ? Oui, Paris vendu. Alors d'abord, je suis ravie de pouvoir la jouer au Cirque Romanesque parce que j'aime beaucoup ce Cirque Romanesque et l'équipe, les hommes et les femmes qu'il y a derrière. Et puis c'est aussi un symbole parce que Paris vendu, c'est quoi? C'est une conférence gesticulée où je vais à la fois raconter les engagements de mes parents qui m'ont marqué, qui m'ont construit, donc des parents artistes en zone rurale, et puis mes engagements aujourd'hui à Paris contre justement la gentrification, la bétonisation, la privatisation des services publics, une culture très dans l'enclosure. Bon. Et le faire dans le 16e arrondissement, parce que c'est ça qui est rigolo, le 16e c'est quand même l'entre-soi des riches par excellence. Sauf que dans le 16e, il y a ce lieu de liberté, ce lieu d'émancipation qui est ce cirque de Tziganes, quoi, qui est voilà, très, très, très riche pour nos émancipations. Donc c'est pour moi un beau symbole. Et ben, j'espère que cette conférence gesticulée va plaire. Et l'idée, c'est là, je la joue au Cirque Romanesque, entrée libre. Et après, je vais la jouer dans les différents arrondissements, ce qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir aborder les enjeux des élections municipales, mais sous un angle où l'émotion, l'humour est aussi le vecteur de la réflexion. On suivra ça sur Regard. Un dernier mot, une dernière question, Daniel Simonet. On est le 13 novembre, c'est une journée de commémoration. La ville de Paris a d'ailleurs habillé la mairie de Paris aux couleurs du 13 novembre. Ça fait 3 ans aujourd'hui que des attentats ont été commis en plein cœur de Paris. Libé titre Génération Bataclan. C'est quoi votre lecture aujourd'hui, Daniel Simonet ? D'abord, c'est important de se souvenir, c'est important de commémorer. Donc voilà, 130 personnes sont mortes et on est je ne sais combien à avoir été traumatisés. Qu'on ait eu des personnes que l'on connaissait sur place ou pas. Voilà, je veux dire, c'est un traumatisme national, c'est normal. Et on doit toujours commémorer aussi pour continuer de réfléchir. C'est quoi la politique géostratégique qui nous permettrait d'empêcher ça? Est-ce qu'il est acceptable pour la paix au Moyen-Orient, eh bien d'être toujours dans la tartufferie de Trump et de Macron, alors que par exemple Erdogan est en train d'attaquer le Rojava, qui est l'enclave justement démocratique de paix qu'il faut soutenir. Et au niveau national, faisons le bilan des politiques sécuritaires. Est-ce que l'urgence, ça n'est pas au contraire de garantir les conditions d'émancipation de toutes et tous, développer les services publics, développer la culture? C'est là toujours la meilleure arme contre les obscurantismes. Merci beaucoup Daniel Simonet.